Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Au cours de cette vidéo, on va se projeter sur l'année 2021 en ce qui concerne l'économie de manière générale et l'investissement immobilier en particulier. Donc on va voir quels sont les différents points de tension qu'on peut déjà analyser aujourd'hui et qui risquent d'avoir des conséquences négatives sur l'année 2021 et les années suivantes. Donc en premier point, on va s'intéresser aux prêts garantis par l'État et les potentielles répercussions négatives que cela peut avoir sur l'économie sur les prochaines années. Ensuite, on va faire un focus en fait sur les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière, mais vraiment uniquement sur le domaine de l'investissement immobilier, parce que clairement la marge de manœuvre est très restreinte pour continuer à investir dans l'immobilier en cette fin d'année 2020. En 2021, on n'est pas sûr que ça va s'arranger, donc on va vraiment s'intéresser à cette partie-là de ces recommandations et l'impact par rapport aux investissements immobiliers. Et enfin, on va tout simplement s'intéresser à la santé financière des Français, parce que récemment, il y a des chiffres qui sont sortis. On se rend compte qu'il y a déjà un impact vraiment négatif sur la santé des Français en ce qui concerne leurs finances sur cette année 2020. Potentiellement, ça risque d'être pire en 2021, donc on va analyser clairement ces chiffres qui sont sortis encore une fois il y a très peu de temps, il y a quelques jours, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je les partage avec vous parce que c'est pas forcément des chiffres qu'on voit sur des médias traditionnels, par exemple sur TF1, sur BFM, j'en sais rien. C'est vraiment des données qu'il faut aller un petit peu chercher, même si c'est pas non plus des trucs secrets, mais c'est pas forcément des choses qu'on expose sur les médias traditionnels. Donc on va voir ça en détail tout à l'heure. Cette vidéo est faite dans un seul et unique but, vous permettre d'avoir des éléments les plus précis possibles pour adapter et déjà vous préparer pour 2021, adapter votre stratégie pour continuer à investir, pour continuer à progresser étape par étape vers l'atteinte de cette fameuse liberté financière en partant de zéro. Mais avant d'attaquer cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être averti chaque semaine de la sortie des nouvelles vidéos en ce qui concerne l'atteinte de la liberté financière en partant de zéro. Donc que ce soit des vidéos de bourse, d'immobilier, de création de business ou tout simplement d'état d'esprit à adopter pour atteindre cette fameuse liberté financière. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Premier point, les prêts garantis par l'État. Donc, ce sont tout simplement des prêts octroyés aux sociétés pour faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire. Personnellement, étant salarié, je ne suis pas directement concerné, donc c'est vrai qu'on a tendance à voir ça un petit peu de loin. C'est un peu flou, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. On ne sait pas quels peuvent être les risques sur l'économie de manière générale. Sauf que récemment, j'ai eu deux discussions importantes qui m'ont ouvert les yeux par rapport à ça et je me suis vraiment intéressé à ces prêts garantis par l'État. J'ai décortiqué les conditions pour voir quels pouvaient être les risques sur l'économie de manière générale. Donc, la première discussion, c'était avec un chef d'entreprise qui a plusieurs sociétés et qui a justement sollicité deux prêts garantis par l'État. Et il m'expliquait que heureusement, il n'avait pas eu besoin de trop piocher dedans parce que grâce à sa trésorerie et en plus à la reprise de l'économie de sa société, parce qu'il n'avait pas été trop impacté, il avait réussi à rester à la surface, donc à ne pas avoir besoin de piocher dans ce prêt garanti par l'État. Mais il m'expliquait que ce n'est pas le cas de beaucoup de sociétés et que potentiellement ça peut avoir des risques sur l'économie générale par la suite. J'ai eu une deuxième discussion avec le directeur de ma banque pour vraiment comprendre le fonctionnement en détail de ces prêts et voir ce qui se passe si à un moment donné, une entreprise dépose le bilan. Donc concrètement, une entreprise sollicite un prêt garanti par l'État. Pendant la première année, elle n'a pas besoin de rembourser. Sauf qu'au bout d'un an, il y a déjà un premier choix à faire. C'est soit elle rembourse tout de suite le prêt, soit elle décide de l'amortir jusqu'à 5 ans. Et là, on part sur un taux entre 1% et 2,5%. Donc, à partir d'un an, il faut déjà faire un choix. Donc, on ne sait pas combien vont être capables de rembourser le prêt garanti par l'État à ce moment-là et combien vont choisir la solution d'amortir sur 5 ans. Et en fait, dans les discussions que j'avais, je me rendais compte qu'il y avait quand même beaucoup de sociétés qui allaient avoir du mal à rembourser ces prêts parce qu'il y a plein de sociétés qui ne peuvent tout simplement pas rattraper leur chiffre d'affaires perdu sur les mois précédents. Je pense par exemple aux restaurants, je pense aux boîtes de nuit qui ne sont tout simplement pas ouvertes depuis de très nombreux mois. Je pense aussi à tout ce qui est salles de sport qui ont eu des gros impacts économiques par rapport aux deux confinements qu'on a subis. Je me suis posé la question de me dire mais comment ils vont faire pour rattraper leur chiffre d'affaires et être capables de rembourser ces prêts. Et en fait, le directeur de la banque me disait si ça se présente à ce moment-là d'avoir une société qui dépose le bilan et qui ne peut pas rembourser le prêt garanti par l'État, on appelle la garantie de l'État à hauteur de 90%. Donc en gros, la banque récupère 90% de la somme, mais elle en est de sa poche à hauteur de 10%. Donc c'est ce qu'on appelle le coût du risque. Elles sont en ce moment en train de faire les calculs pour savoir à quelle hauteur elles estiment ce coût du risque. Mais on se dit que ça, c'est une bombe à retardement au niveau de l'économie parce qu'on se rend compte à quel point il y a quand même beaucoup de sociétés qui vont avoir du mal
à remonter la pente, à refaire surface? Est-ce que c'est pas simplement retarder l'échéance d'avoir sollicité ce prêt? Je fais souvent le parallèle avec le confinement qu'ont subi les élèves, que ce soit école primaire, collège, lycée. Donc de mémoire, c'était mars, avril, mai. Donc il y a eu quasiment 3 mois de confinement. Ils ont pu revenir en cours avec des conditions très aménagées au mois de juin. Donc on peut considérer qu'entre mars et septembre, ils n'ont pas fréquenté d'établissement scolaire. Et pour rattraper ce retard, il faudrait tout simplement augmenter la durée de l'année scolaire ou faire des journées à rallonge. Mais si on ne fait pas ça, on ne peut tout simplement pas rattraper le retard. Et c'est la même chose pour une société. Si elle a perdu énormément de chiffre d'affaires parce qu'elle a été fermée 2, 3, 4, 5, 6 mois, comment voulez-vous qu'elle rattrape son retard si à un moment donné, elle n'a pas un chiffre d'affaires qui double? Sauf que ça ne va pas être le cas de beaucoup de sociétés. Donc c'est pour ça que sur ce premier point, je ne suis pas économiste, mais juste quand on met les éléments bout à bout, on se dit que là, on est sur une potentielle bombe à retardement pour l'économie de manière générale en 2021 et les années suivantes. Deuxième point, on va aller assez vite là-dessus parce que j'arrête pas de vous bassiner avec ça sur les dernières vidéos, c'est ce qui concerne les recommandations de Bercy par rapport à l'accès aux prêts immobiliers. Il y a une donnée importante que j'avais oublié de vous donner sur les dernières vidéos. L'encours total de vos prêts immobiliers ne peut pas dépasser l'équivalent de 7 années de votre salaire. Et je me suis amusé, entre guillemets, à faire ce calcul pour ma compagne et moi par rapport à l'encours total de crédit immobilier qu'on a. Et on arrive à l'équivalent de 15 années de salaire. Donc on est au-delà du double de la limite fixée actuellement par Bercy. Donc heureusement qu'on avait investi avant ces recommandations parce que là, on n'aurait clairement pas pu le faire en ce moment. Et l'autre point important, parce que j'ai eu la discussion récemment avec le directeur de ma banque qui pratiquait le calcul différentiel et qui ne le pratique plus actuellement pour respecter ces recommandations de Bercy. Donc je voulais savoir si vous avez encore de votre côté une banque qui continue à pratiquer ce calcul différentiel parce que moi pour l'instant j'en entends pas parler. J'ai l'impression que toutes les banques ont arrêté de pratiquer ce calcul pour respecter ces recommandations de Bercy. Et c'est vrai que quand on met ça bout à bout, on se dit est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté derrière tout ça de nous empêcher de constituer un patrimoine immobilier et éventuellement de changer de classe sociale, donc de passer de classe moyenne à classe aisée? On se demande s'il n'y a pas cette volonté cachée parce que là, on se dit concrètement, qui va être capable de continuer à investir dans l'immobilier avec ces recommandations? Concrètement, les hauts salaires, parce que quelqu'un qui touche 10, 15, 20 ou 25 000 euros par mois va pouvoir continuer à emprunter parce que là, quand on se dit l'équivalent de 7 années de revenus, un revenu moyen, on arrive vite à la limite en termes d'encours de crédit, alors que quelqu'un qui a 10, 15, 20 000 euros de revenus, il y a quand même beaucoup plus de marge pour continuer à investir. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose à prendre en compte. On se demande s'il n'y a pas une logique derrière ça de nous empêcher de constituer un patrimoine immobilier et on espère que ça va s'assouplir pour 2021. Autre élément qui découle de ces recommandations de Bercy, on se rend compte que l'accès à la propriété est de plus en plus compliqué, encore plus pour les jeunes sans épargne qui n'ont donc pas cette capacité à faire un apport pour souscrire un prêt immobilier. Et on se demande si on risque pas d'avoir une augmentation de la demande locative parce que mécaniquement, si vous ne pouvez pas acheter, vous restez locataire. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important à prendre en compte quand on est investisseur immobilier. Et enfin, troisième point sur la santé financière des Français parce que récemment, j'ai découvert 2 articles qui sont très riches d'enseignements avec des chiffres importants à prendre en compte, notamment pour un investisseur immobilier. Dans le premier article qui date du 9 octobre 2020, il est indiqué que à la rentrée de septembre 2020, on était sur des chiffres de 32% des propriétaires qui avaient du mal à rembourser leur crédit et 16% des locataires qui avaient des difficultés à payer leur loyer, en sachant qu'en avril 2020, ces chiffres étaient respectivement de 17% et 6%. Donc là, on est clairement sur une aggravation et une difficulté croissante des Français à payer soit leur loyer, soit leur prêt immobilier. Donc c'est des éléments qui doivent nous alerter par rapport notamment au choix d'un locataire. Parce que peut-être que c'est aussi le moment d'être encore plus vigilant, de revoir sa stratégie pour être sûr de savoir par exemple authentifier un document pour être sûr que c'est un document qui est réel, en sachant qu'on a aussi des outils qui nous permettent par exemple de vérifier si un avis d'imposition est un avis authentique. Mais voilà, sans non plus partir dans l'extrême d'être trop exigeant par rapport aux conditions d'accès à votre logement en termes de location. Mais ce sont des chiffres qui sont quand même importants à prendre en compte. Ça doit nous alerter pour être vraiment sûr de prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la sélection d'un locataire. Le deuxième article s'intéresse au budget des Français et on s'aperçoit qu'en 2020, 38% des Français sont à découvert tous les mois. Donc ça, c'est clairement des chiffres qui doivent nous alerter, qui doivent même nous questionner par rapport à notre propre mode de consommation. Parce que je suis persuadé que dans ces 38%, il y a aussi des personnes qui ont pourtant des revenus confortables
mais qui ont tout simplement des dépenses qui sont extravagantes à force de vouloir avoir par exemple le dernier smartphone à la mode ou la dernière console de jeux vidéo. Je sais que récemment c'était la sortie de la PlayStation 5. C'est sûr qu'à force d'avoir ce type de dépenses, on rentre dans un cercle vicieux, un engrenage qui nous pousse à toujours consommer plus et qui nous empêche de sortir la tête de l'eau. Donc nous sur cette chaîne, on essaie de ne pas avoir ce type de comportement. On est vraiment sur une logique de vivre en dessous de ses moyens pour se dégager cette fameuse capacité d'épargne qui va nous permettre soit de faire un apport, soit un projet immobilier, soit tout simplement de rassurer la banque sur votre capacité à encaisser les différents coups durs que vous pouvez éventuellement avoir sur vos locations. Donc ça, c'est important de renvoyer ce message positif à votre banque. Donc d'avoir un budget raisonné et un mode de consommation raisonné. Voilà, c'était les différents points de tension que je voulais partager avec vous aujourd'hui en ce qui concerne cette fin d'année 2020 et pour se projeter au mieux sur l'année 2021 parce que je pense personnellement que ça va souffler fort au niveau économique en 2021 et également les années suivantes. Donc c'est important d'anticiper le plus possible dans son esprit pour avoir la stratégie la plus adaptée possible. Pensez à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo autour de vous et dites-moi dans les commentaires quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour continuer à investir en 2021 et progresser étape par étape vers votre liberté financière. Je vous remercie pour votre fidélité et votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.